Miroir, mon beau miroir, ton histoire est indissociable du reflet que tu encadres. D'abord fugace ou fragmentaire quand on se mire dans l'onde, tel Narcisse, l'image de soi acquiert une stabilité, une stature, avec la psyché. Grand miroir monté sur un châssis qui entre dans les maisons bourgeoises au XIXe siècle. C'est une démocratisation de l'image de soi. Car se voir de pied en cap était autrefois l'apanage des rois. L'histoire matérielle de l'intime à laquelle on est convié aujourd'hui est une histoire de la conquête de l'intégrité du corps, qui est un combat toujours à recommencer, pour les hommes et surtout pour les femmes. Si les meubles individuels comme la psyché révolutionnent la place du miroir dans l'espace domestique et personnel, ils révèlent aussi de nouvelles pratiques liées au genre et plus particulièrement à la nudité. Longtemps associé à la toilette des femmes dans l'Antiquité, très largement fantasmé par le romantisme du XIXe siècle, le miroir passe entre les mains des hommes au cours du temps, à tel point que de nombreux codes sociaux et occidentaux dits de bonne manière vont interdire aux femmes de se voir nues. Le XVIIIe et le XIXe siècle voient apparaître la commercialisation de poudres spéciales pour troubler l'eau des baignoires afin d'éviter aux femmes d'apercevoir le reflet de leur propre nudité. Avec la diffusion du miroir sur pied individuel, que l'on place dans les chambres ou dans les salles de bain dès le début du XXe siècle, c'est une nouvelle identité corporelle qui se définit et qui s'oppose aux interdits prudents des siècles précédents. Si les hommes apprécient les jeux de miroir dans les lupanars et autres maisons closes, où l'érotisation du corps féminin par l'image et le reflet est en plein essor, les femmes s'ouvrent quant à elles à une nouvelle appréhension de leur corps et de la féminité. D'un côté, les psychés vont encourager une façon inédite de contempler le corps, de l'orner, mais aussi de répondre aux canons sociaux comme celui de la minceur, et de l'autre, elles vont libérer le corps des femmes et les conduire vers un désir d'émancipation, une volonté de construire par elles-mêmes le reflet qui leur convient. Et c'est tout le paradoxe de cet objet, c'est-à-dire que c'est à la fois un objet d'émancipation pour les femmes, c'est là qu'elles se construisent une nouvelle image, une image de la féminité, mais cette image de la féminité, et c'est intéressant d'ailleurs qu'elle soit cadrée, qu'elle soit comme entourée, eh bien elle va être entourée par le regard des hommes, elle va être prise, saisie par les hommes pour construire ce qu'il y a et ce qui est encore aujourd'hui à l'œuvre dans notre représentation des femmes. Et Manet, dans son bar des Folies Bergères, le montre magnifiquement, ce reflet. Et cet homme qui regarde à travers le miroir cette autre femme. Cette histoire est aussi une histoire qui a à voir avec la domination et avec ce que un sociologue, Pierre Bourdieu, appelait la domination masculine. Effectivement, la psyché est un objet politique. C'est un objet intime, certes, qui est dans la chambre à coucher, qui est parfois dans le salon, mais cet objet, il est au centre de la société. C'est lui, finalement, dans lequel non pas seulement se reflète la société, mais où la société se construit parce qu'aussi il a été au centre de cette histoire matérielle, de cette histoire culturelle, de cette histoire sociale. Il est un objet qui raconte des histoires qui sont des histoires non pas de l'individu, mais du collectif. Le corps, désormais, n'appartient plus au photographe, n'appartient plus au peintre, n'appartient plus à l'artisan, mais ni au barbier, non, il appartient à soi-même. Et c'est cette revendication-là que cet objet-là va porter et porte encore. Il y a donc une histoire politique
de l'image de soi. Mieux, cette histoire est de bout en bout politique, puisqu'elle met en jeu la subjectivité et la domination. Voyez comment le corps des femmes, au miroir de la psyché, s'émancipe, en même temps qu'il est encadré, entouré par le regard des hommes. Voilà aussi pourquoi on appelait miroir au prince, au Moyen-Âge, la littérature politique qui traitait du gouvernement de soi et du gouvernement des autres. Et savez-vous qu'un des plus illustres auteurs de littérature politique au Moyen-Âge était une autrice. Le premier homme de lettres au XIVe siècle fut une femme, Christine de Pisan, qui écrivit un célèbre miroir au prince qui s'appelle « La Cité des Dames ». À la semaine prochaine.